Bonjour à tous. Je vous rappelle simplement deux petits points. Si vous voulez vous inscrire pour le banquet de ce soir, il est tout à fait possible de le faire. Renseignez-vous au bar, on vous aiguillera. Le deuxième point que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a effectivement des caméras qui filment, mais que le public n'est pas filmé. Donc ne craignez rien pour votre droit à l'image. Vous n'apparaîtrez pas. Alors ce sera peut-être une petite blessure pour certains égos par contre, mais voilà, en tout cas, le principe c'est de ne pas filmer le public. Voilà, commençons donc avec cette deuxième table ronde, le restaurant au service de l'agro-industrie. On va faire un peu de sociologie après avoir fait de l'histoire. C'est un sujet qui nous tenait à cœur et qui me tenait à cœur particulièrement. Et j'ai essayé de trouver une façon de le traiter un peu en dépassant ce qui paraît le plus évident, c'est-à-dire le lien entre le restaurant et l'agro-industrie, c'est-à-dire la question de l'approvisionnement. On a essayé de trouver une référence un peu plus large et dans mes recherches bibliographiques, je suis tombé sur le livre d'un sociologue américain, états-unien plus particulièrement, et le livre s'intitule donc Gastronomie française à la sauce américaine, enquête sur l'industrialisation de pratiques artisanales. C'est un sociologue qui connaît bien la France, il est marié avec une Française et il se trouve que son beau-père était cuisinier. C'est un adepte de la sociologie de Bourdieu. Et donc, tout ceci imprègne son livre et c'est ce qui donne une tonalité assez intéressante. En dehors du fait qu'il soit états-unien, effectivement, et que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais en même temps, je pense que ça lui confère un certain détachement par rapport à ce qui se passe au niveau de la restauration en France. Pour les plus de 20 ans, je dirais, il y avait eu un peu le même phénomène dans les années 70 sur la question de la France de Vichy. Vous avez un historien américain, Robert Paxton, qui avait écrit un bouquin qui avait jeté un petit peu un pavé dans la mare sur la question de la France de Vichy, parce qu'il remettait en question un certain nombre d'informations et d'événements, enfin pas des événements, mais disons une certaine interprétation des historiens français. L'idée donc c'était de dépasser cette dimension un peu classique de production-approvisionnement. Je voudrais clarifier le titre et voir rapidement ce qu'entend Fantasia quand il parle d'agro-industrie. En fait, c'est très simple. Il parle de production, de transformation et de commercialisation. Dans la commercialisation de l'agro-industrie, il met bien sûr la restauration. Voilà, quel que soit le type de restauration. Ça, c'est le premier point sur la définition de l'agro-industrie. Ensuite, quand il parle de pratique, c'est vraiment de façon très large. C'est pas les pratiques en cuisine des cuisiniers, c'est en fait les pratiques de façon générale. Il oppose pratique artisanale et pratique industrielle. Et dans les pratiques, il intègre l'organisation du travail, le marketing, en fait, pour la partie pratique industrielle notamment. Et voilà, ça me paraissait important de le préciser. Nous allons rapidement nous présenter tous. Je vais commencer par Quentin. Oui. Ah oui, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis journaliste et indépendant et je me dirige vers l'écriture depuis quelques années. Avec un premier livre, De la terre à l'assiette, qui est paru en avril dernier.
Et ce qui me meut en tant que journaliste, là, les questions qui me hantent depuis quelques mois, c'est quel impact je peux avoir. Et je pense qu'il y a là une nécessité de s'engager dans le contexte actuel. Et là, j'utilise le journalisme littéraire, c'est-à-dire c'est les codes de la fiction et du roman emprunter les codes de la fiction et du roman pour l'appliquer au récit, pour que ça soit incarné, que les gens s'identifient et que ça soit moteur de changement ensuite, pour avoir un vrai impact. Et voilà. Juste pour préciser, le livre traite d'une expérience de restauration qui est menée par un de nos adhérents. Voilà. Stéphane ? Donc Stéphane Brett, je suis chargé de restauration sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. En clair, je m'occupe d'accompagner les équipes de cuisine des lycées, tant sur l'approvisionnement, sur l'organisation de travail, sur les différentes injonctions aujourd'hui sociétales que reçoivent encore les équipes de cuisine et comment on peut les mettre en œuvre sans trop de difficultés. J'entends le végétarien, le repas alternatif, voilà. Carolina ? Bonjour, Carolina Villar Hidalgo. Je tiens un petit restaurant dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, depuis bientôt 10 ans. Je suis de nationalité chilienne, ça fait 26 ans que j'habite en France. Et mon restaurant L'Axo Latino, c'est une cuisine spontanée, libre, vivante. Je travaille qu'avec des produits frais, de plus en plus local et bio. Et voilà, et je mélange donc mes deux cultures à travers mes assiettes qui n'ont pas de recettes. C'est vraiment une cuisine spontanée du jour. Voilà. Merci. Donc, Christophe Morvan, je suis à la fois intervenant et animateur sur cette table. On a essayé de préparer le guide d'entretien de façon le plus démocratique possible. Je ne suis qu'un animateur, coordinateur, et je me situe au même niveau que les autres intervenants. Je suis cuisinier depuis 2018. J'ai fait une reconversion très tardive. Je ne suis pas un poulet de l'année, comme vous l'aurez vu. Et je travaille actuellement comme salarié dans différents établissements, dans le Finistère pour l'instant, mais je pense que je vais migrer sans doute plus au nord et dans une région moins touristique. Voilà. Nous allons enchaîner sur la présentation de ce livre qui n'est pas l'objet de la table ronde, c'est simplement un support qui va nous permettre de parler de ce lien entre l'agro-industrie et le restaurant et surtout de la façon dont nous le percevons en tant que cuisiniers, de façon systémique et dans nos établissements. Je voudrais simplement vous lire quelques lignes qui finalement sont... non, je les lirai après la présentation de Quentin, puisque ce sera un bon résumé, mais j'espère que tu vas respecter tes 15 minutes. Bon, allez, je te laisse la parole. J'ai révisé dans le train ce matin, je me suis chronométré, je suis à 14 minutes 45, ça devrait aller. Je vais commencer par une citation du livre. Nous vivons dans une société où tout doit aller vite, si bien qu'à 26 ans, on devrait déjà être chef cuisinier et avoir publié son premier livre. Je refuse d'entrer dans cette course. Cette attitude relève de la communication, ce n'est pas de la cuisine. Elle ne laisse plus le temps de cuisiner et d'apprendre. Est-ce qu'on cuisine parce qu'on aime ça ou parce que la cuisine est une manière de satisfaire l'ego ? Donc cette citation, c'est Benoît Guichard, meilleur ouvrier de France et chef dans plusieurs restaurants 3 étoiles, qui déplorait cette situation en 2005. Je l'ai choisi pour débuter la présentation parce qu'elle illustre les mouvements au sein du champ de la gastronomie française, mouvement que met en exergue dans le livre Rick Fantasia et qui nous intéresse et vous intéresse pour définir ce qu'est un restaurant, le rôle de l'artisan cuisinier. Je précise que quand j'utilise le mot chef dans la présentation, c'est Fantasia qui l'utilise tout au long de sa présentation. On pourra y revenir après parce que c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Donc je ne reviens pas sur le parcours de Fantasia, Christophe, tu l'as expliqué. Il explique aussi au début du livre ce qui l'a motivé à l'écrire. Je cite « L'Europe et la France, et la gastronomie française en particulier,
sont souvent utilisées comme ressources symboliques, fournissant aux élites sociales d'innombrables occasions d'afficher leur bon goût et leur panache culturel. Très sincèrement, l'idée de contribuer à rabattre pareille prétention m'a probablement aidé à rester concentré beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais imaginé sur ce projet de longue haleine. Donc en fait, il déconstruit l'univers de la gastronomie française, sa logique sociale, à l'aune du concept du champ emprunté à Pierre Bourdieu. Donc qui permet une contextualisation totale de l'objet social étudié, en l'occurrence ici la gastronomie française. Donc il débute son étude aux origines de restaurants, à la période de la Révolution française, et ensuite il dessine les mouvements profonds qui traversent et qui continuent de traverser la gastronomie française entre les années 60-70 et début des années 2000. Définition du champ. Donc un champ est un domaine d'activité humaine distinct et relativement fermé sur lui-même, avec son histoire, ses règles et ses institutions propres, mais aussi ses antagonismes, ses ententes, ses ressources et ses compétences. Donc dans le champ qui nous intéresse, sur lui de la gastronomie française, donc les guides, le Michelin, le Goemio, etc., les prix, les récompenses comme les MOF, les journalistes gastronomiques, les chefs, la restauration collective, etc., constituent le champ et ce sont ces entités qui le définissent et le régissent. Ces frontières sont mouvantes, comme on va le voir juste après. Et l'industrie agroalimentaire, la restauration rapide ont justement investi le champ de la gastronomique. Une petite précision, par gastronomique, on n'entend pas ici un type de cuisine, mais un domaine d'activité global. Donc sur la proposition de Christophe, j'ai isolé 3-4 grands thèmes dont parle Fantasia dans le livre. Le premier, c'est la figure du chef qui est très important. Donc très vite, le champ gastronomique s'est autonomisé au XIXe siècle par rapport aux autres champs culturels et la disposition du restaurant nourricier qui prévalait au tout début s'est rapidement évanouie au profit de la figure de chef et de la célébration de l'art gastronomique pour l'art. Donc avec des grandes figures, Escoffier, Fernand Point, Eugénie Brasier, André Pic, Alexandre Dumaine, qui ont été célébrés et suivis par la presse et célébrés par d'autres personnalités, des plus grands noms de l'art, de la culture, de la littérature. Et grâce ou à cause de cela, la gastronomie française a acquis un pouvoir de fascination qui a achevé, dit Fantasia, de hisser l'activité culinaire au-dessus de l'acte prosaïque de cuisiner. Et donc le champ de la haute cuisine, de la grande cuisine, de la haute gastronomie a été un symbole et reste un symbole essentiel dans le champ gastronomique français. Donc Fantasia parle de nomos, il lui a conféré son nomos selon Bourdieu, selon le mot de Bourdieu. Donc le nomos, c'est les règles et les hiérarchies qui cadrent l'activité et qui la régissent. Donc on peut s'interroger, et Fantasia questionne comment cette hiérarchie sociale et ces pratiques culinaires se sont-elles enracinées. Donc là, ça me semble très important, ce passage-là. Donc il répond, elles sont le fruit d'un système de production et de reproduction d'une croyance dans la virtuosité du grand chef et dans la signification culturelle de la haute cuisine. Donc c'est ce qui s'emploie à décortiquer et analyser tout au long du livre. C'est grâce au système collectif des concours, des prix, des écoles, des guides culinaires, des revues professionnelles, des journalistes et des critiques, donc regroupant à la fois les acteurs et institutions établis et les rebelles. Donc grâce à tout ça, que les principes de l'excellence gastronomique ont été instaurés et conservés. Ils peuvent sembler secondaires par rapport au travail du chef en cuisine, mais ils sont essentiels à la production sociale de la croyance. Cette idée de la croyance, on pourrait peut-être y revenir après, mais elle est assez présente dans le livre. Et Fantasia prend exemple sur Bourdieu et son essai sur la haute couture, avec 3 points essentiels. La rareté du producteur produit la rareté du produit. Deuxièmement, la rareté du producteur est elle-même fonction de la rareté de la position que le producteur occupe dans le champ. Et troisièmement, la foi dans la magie de la signature du producteur, ce qu'il appelle la griffe, permet une sorte de transsubstantation. C'est-à-dire que le charisme du producteur, son capital symbolique, va être transformé en capital économique. Donc appliqué à la haute cuisine, les chefs des grands restaurants étoilés occupent une position rare en fait sur le marché, entre guillemets.
Et c'est ce qui confère la rareté au produit. Et il prend aussi l'exemple de Bernard Loiseau, qui en 99, donc son restaurant La Côte d'Or 3 étoiles, représentait 58% de son activité commerciale. 3 ans plus tard, c'est 42%. Entre-temps, il a ouvert 3 bistrots parisiens. Et donc, il a Ciblé développé... Loiseau, bien entendu. Donc, Comment tout le monde sait que c'est Bernard Loiseau qui ouvre ces 3 bistrots. Et tout le monde le sait, c'est ce que j'allais y venir. Donc c'est des développements de ces annexes. Et en fait, ça fonctionne parce que Bernard Loiseau est reconnu publiquement et a un capital symbolique très fort qui lui permet de développer d'autres activités économiques. Donc ça, c'était pour le premier thème sur la figure du chef et la croyance. Ensuite, donc, les pratiques de standardisation sont venues bouleverser le champ de la culture de la gastronomie française et de la haute cuisine. Donc Fantasia, il déroule comment le marché de la restauration rapide américaine, qui mise sur la rapidité, la standardisation, l'homogénéisation du goût, a bouleversé en termes sociaux, culturels, économiques, les employeurs, les ouvriers, les consommateurs français et plus largement le champ gastronomique français. Ce qu'il y a de très intéressant à noter, c'est que dans les années 1980, on pensait que la restauration rapide ne rencontrerait guère de succès en France. Et pourtant, 20 ans plus tard, en 2011, McDo, c'est le plus gros employeur du secteur privé et c'est la plus grande chaîne de restaurants en France. Et en termes de rentabilité, la France est son deuxième marché après les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Fantasia cite et explique avec des chiffres très précis qui étayent son analyse donc des facteurs socio-économiques qui ont progressivement modifié les habitudes alimentaires des Français. Donc nombre croissant de femmes dans la population active, augmentation du revenu disponible des ados, relâchement des liens familiaux avec une moindre importance accordée aux repas partagés ensemble, allongement de la durée du travail et réduction des pauses déjeuner, ainsi que l'augmentation du trafic urbain qui ont dissuadé les travailleurs de rentrer chez eux pour déjeuner. Donc cela a contribué, poursuit Fantasia, à bien d'autres changements dans les habitudes alimentaires, avec la création de nouveaux marchés de consommation pour de nouveaux systèmes institutionnels et industriels, donc tels que celui de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire, de l'industrie d'aliments transformés, congelés et emballés, et de la restauration collective, donc cantines et cafétérias, sur les aires de repos des autoroutes, sur les lieux de travail, dans les écoles et les hôpitaux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce marché a réussi à s'implanter et se développer dans une société, donc la France, au patrimoine culinaire aussi riche. Et donc, Fantasia mobilise ici le concept d'isomorphisme organisationnel. Donc c'est très simple, c'est-à-dire que les restaurants de hamburgers qui ont ouvert en France entre 1972 et 1976, il y a eu des résistances au début, ça n'a pas été facile. Donc ces restaurants ont calqué leur modèle sur celui de McDo, en fait, importé des États-Unis. Et donc c'est à partir de ce moment-là, les années 70, que les frontières du champ de la gastronomie française ont commencé à bouger. Donc elles ont été investies par les processus industriels, les techniques de marketing international, en grande partie sous l'impulsion des entreprises américaines et de leurs homologues françaises. Et comment ce lien s'est-il établi ? C'est qu'en fait beaucoup de chefs d'entreprise français ont été se former aux États-Unis et ont apporté et ont d'abord incorporé puis importé cette vision libérale, néolibérale ensuite en France. Un exemple très précis pour étayer ça, donc Bernardo Trujillo, qui était surnommé le prophète de la vente outre-Atlantique, et donc il a formé entre guillemets 11 000 hommes d'affaires du monde entier, dont 3 000 Français. Et donc il prônait dans les années 50-60 pour les hypermarchés, je cite, la doctrine de la rotation rapide des marchandises. Il défendait l'offre d'une gamme très large de produits dans des grands magasins et il louait les avantages de la vente à perte et il parle d'îlots de perte dans un océan de profit. Et donc cet isomorphisme organisationnel, donc la façon qu'ont eu les entreprises françaises de calquer le modèle de l'entreprise américaine, ça concerne l'emploi dans sa globalité. Et donc ça a des conséquences bien plus larges que la simple duplication du McDo. Donc modèle d'informatisation, modèle de rationalisation dans le secteur des services, accroissement du travail à temps partiel, accroissement du travail étudiant, notamment dans la restauration rapide, qui forme une main-d'œuvre bon marché et très flexible. Taylorisme,
fondée sur une dissociation systématique entre les composantes mentales et manuelles d'une tâche, contrôle de la productivité, et couplée, très important aussi, à un anti-syndicalisme robuste. Je lisais en parallèle un autre livre qui mettait en avant, en fait, il y a des manuels très précis avec des séminaires destinés aux managers qui expliquent par le menu comment contrer les syndicats et mettre de côté les éléments les plus syndiqués dans une entreprise. Donc tous ces éléments ont contribué au succès de McDo aux États-Unis, qui a été érigé comme un modèle en France. Il cite une note de l'Union européenne de 1987 qui montre que les méthodes artisanales de préparation des aliments nécessitant beaucoup de main-d'œuvre ont été remplacées par des méthodes de production industrielle. Et un exemple aussi très parlant pour illustrer ce point, McDo était à ce point rationalisé que 15 minutes suffisaient pour former un nouvel employé qui atteindrait son efficacité maximale en une demi-heure. Ainsi, sur un plan économique, il était tout à fait faisable d'embaucher un jeune pour une journée et de le remplacer le lendemain. Donc il y a eu quelques résistances à cette espèce de rouleau compresseur du champ économique qui s'est immiscé dans le champ gastronomique. Des résistances, mais Fantasia, mais aussi en exergue les hypocrisies. Donc en 1989 a été créé le Conseil national des arts culinaires pour faire face en fait à l'improbable succès de la restauration rapide en France. Jack Lang a dit à l'époque « Nos enfants seront mieux armés pour savourer les merveilles de la vie, surtout dans ce beau pays. La France a développé un art de vivre que nous avons tous besoin de redécouvrir et de sauvegarder. » Et donc d'un côté, il y a la défense du patrimoine culturel contre un mercantilisme bon marché, et de l'autre, les forces du marché, selon le mot de Fantasia, sont désignées comme le plus sûr arbitre de la conduite des affaires humaines. Pure contradiction, cingle Fantasia. Et il dit que c'est une faible résistance de façade face au rouleau compresseur du mercantilisme bon marché et du marché de la consommation de masse, puisque donc Jack Lang était l'un des éminents représentants du marché de l'entrepreneur héros et qui avait fait son entrée dans le logiciel du PS au pouvoir à l'époque. Donc marché de consommation de masse, mercantilisme bon marché. En 1973, il y a un ouvrage qui vante les méthodes marketing à promouvoir au sein de l'industrie française. C'était important parce que c'est à une époque, les années 70, où le marketing n'était pas très présent en France. Et donc, je cite le passage de ce livre. « Le fast-food est une activité extrêmement concurrentielle et donc très vivante. Une publicité bien organisée, bien coordonnée et originale, ainsi qu'une image marketing agressive ne sont pas seulement essentielles pour ce type d'exploitation, mais doivent faire partie intégrante de la vie. C'est une forme de communication extrêmement sophistiquée et en fait un art. Si elle est utilisée adroitement, elle peut motiver des gens, créer des besoins, influencer les comportements, modifier des habitudes et en fin de compte, déterminer les caractéristiques de notre société. » Donc la conséquence de ce rouleau compresseur, c'est que ça aboutit à la suppression d'un garde-fou. Le mot garde-fou, je cite Fantasia, c'est celui qui séparait la logique traditionnelle de l'excellence artisanale, de la perfection culinaire, contre la logique économique d'efficacité, de productivité, de marché de masse et de maximisation des profits. Et donc ce garde-fou s'est matérialisé à partir du moment où des grands chefs ont signé des contrats avec des grands groupes agroalimentaires. La baisse de ce garde-fou, tu veux dire la suppression de ce garde-fou. Oui, c'est ça. J'ai pas dit ça. Tu avais oublié suppression de... Ah pardon, oui. Suppression. Donc quand des grands chefs ont signé des contrats avec des grands groupes agroalimentaires, donc Michel Guérard était un des premiers, et ont suivi Bocuse, Loiseau, Guy Martin, Rebuchon. Fait intéressant aussi, c'est que la presse spécialisée a accompagné ce mouvement. Fantasia cite ce passage du magazine Néo-Restauration. Le magazine se préoccupait uniquement de la manière dont les chefs avaient changé l'industrie agroalimentaire. Il ne se demandait pas en quoi les pratiques et les principes de l'agroalimentaire avaient pu modifier la culture artisanale des grands chefs. Et alors que dans le même temps, des chefs sont devenus de vrais chefs d'entreprise, par exemple. Et
Et donc voilà, donc en fait les frontières, je cherche ma dernière page. Les frontières du champ se sont, ouais, c'est ça. Les frontières du champ se sont modifiées et ça se double aussi d'une évolution du discours des grands chefs. Donc une fois obtenu la 3e étoile Michelin, ils abandonnent l'apologie de l'excellence, c'est Fantasia qui dit ça, hein, l'apologie de l'excellence et de l'exclusivité pour la promotion de la démocratie et de l'accessibilité. À l'instar d'Alain Ducasse qui passe de l'affirmation selon laquelle aucune dépense ne doit être épargnée pour obtenir les meilleurs ingrédients possibles à une autre affirmation que chacun doit avoir la possibilité d'expérimenter les merveilleuses créations de nos cuisines. Et donc, il y avait une répulsion réciproque qui régissait les deux branches du champ, le champ artisanal de la gastronomie et le champ agro-industriel. Et donc, ce verrou a sauté sous le rouleau compresseur du marketing, de l'industrialisation, de la standardisation. Et donc, on en revient à la figure du chef qui a changé, à la première citation dont je vous parlais. Et donc Ducasse disait que le rôle traditionnel du chef a changé puisque les chefs ont de fait moins de temps pour être en cuisine, pour entretenir les liens avec les fournisseurs de leurs produits, moins de temps pour transmettre leur savoir-faire aux seconds et aux commis de cuisine puisqu'ils ont à accomplir leurs nombreuses activités commerciales. Et donc c'est contre ça que Benoît Guichard résistait et s'insurgeait. Et pour faire la transition, je termine sur cette citation de Bourdieu qui me paraît très intéressante. Et qui peut alimenter même les futures tables rondes et nos réflexions. Un champ, dit Bourdieu, est à la fois un champ de force et qui agit sur ses acteurs, et un champ de lutte au sein duquel les agents s'affrontent afin de conserver ou de transformer ce rapport de force. Comme tout champ culturel, celui des pratiques culinaires sera, entre autres choses, un espace de conflit autour de sa légitimité et de sa reconnaissance, autour de visions concurrentes et des divisions du monde social. J'espère que ça a été clair. Merci Quentin. Bourdieu n'a jamais été clair pour moi, même quand j'étais étudiant. J'ai toujours souffert sur la compréhension de ces outils sociologiques. Je veux simplement rappeler que ce livre nous sert de prétexte à parler du lien entre l'agro-industrie et le restaurant. Quand il parle de champ gastronomique, en fait, il parle d'un système qui s'est mis en place et qui maintenant donne le ton sur la profession. Et comme effectivement à l'intérieur de ce champ, vous avez tous les communicants possibles et imaginables, et voilà, donc la version officielle de ce que doit être le restaurant, la cuisine, c'est eux qui la donnent. Et vous avez à l'autre bout, bien loin de tout ça, 70 cuisiniers dans une association qui essayent de changer un petit peu ces règles et ces définitions. Je voudrais qu'on revienne sur la question de l'industrialisation. Dans son livre, Fantasia parle assez peu de ce qui se passe dans les cuisines, en fait. En fait, il parle d'un système, il décrit son évolution, il parle de personnes, d'institutions. Donc c'est ce qu'il appelle le champ gastronomique. En fait, c'est assez général. Et je voudrais qu'on discute maintenant que chacun de nous vous dise un peu ce que signifie l'industrialisation pour nous. Alors, dans un premier temps, par ce qu'on connaît de la restauration en France, et dans un second temps, par rapport à la façon dont on peut être affecté en tant que cuisinier, c'est-à-dire en tant que personne dans une cuisine. Comment est-ce qu'on est affecté comment est-ce qu'on a été affecté par cette industrialisation? Stéphane. Oui, j'avais une question préalable que tu nous as posée, Christophe, qui était de dire à quel moment vous vous êtes rendu compte que l'industrie régissait un certain nombre de vos méthodes. Alors, ne serait-ce qu'en tant qu'élève cuisinier, ma première image, c'était à La Rochelle, en bas du lycée hôtelier, et de voir tous les véhicules des fournisseurs agro-industriels qui étaient déjà là, à 6 heures du matin, prêts à
nous donner des produits gratuitement pour former les élèves. Donc ça, c'était vraiment une marque. J'ai eu la chance de faire mon apprentissage assez tard et j'avais déjà été sensibilisé par les questions agricoles. Et dans l'industrie agricole, enfin le combat de longue date entre les paysans et l'agriculture intensive nous avait donné quelques éléments d'analyse déjà de ce qui commençait à se passer dans la restauration. Deuxième image, c'est effectivement que dans la cuisine, au moment de monter une crème chantilly, ça marchait avec une crème métro, avec des adjuvants dedans qui permettaient d'émulsionner beaucoup plus facilement. Et quand on devait aller à la ferme chercher une crème, on n'avait pas un résultat aussi automatique et aussi blanc et aussi rapide, puisqu'on sait aussi que pour avoir du lait blanc, il faut le délaver. Donc il y avait toute l'entrée ce qu'on appelle nous, méchamment des perturbateurs endocriniens, c'est déjà un jugement de valeur, ce que nos chères industries appellent des additifs. Voilà. Et dernière image, c'était celle sur le poids moral de cette industrie. C'est quand on se retrouve un lundi matin à métro avec un caddie qui est plus grand que le coffre de sa voiture et qu'on est écrasé par ces palettes qui montent jusqu'au... Ça, moi, je l'ai ressenti vraiment violemment à des moments où j'avais envie de sortir du magasin en me disant je vais me recoucher. Donc il y avait ce truc-là qui est l'inverse de quand on va voir un fournisseur dans nos métiers, qu'on repart d'une visite de ferme avec énormément d'idées en tête en tant que cuisinier, de comment on va pouvoir sublimer ces produits-là. Là, c'est l'inverse, c'est qu'on va être écrasé par le poids des palettes. Voilà, ça, c'était les 3 images qui me sont venues pour te répondre. D'accord. Carolina, ton contact avec l'agro-industrie dans ton métier, ta formation, de façon générale? Oui, en fait, étant enfant, j'ai été élevée par une grand-mère qui produisait tout elle travaillait qu'avec des produits frais. Donc bien plus tard, arrivée en France, rentrer dans la restauration. Lorsque j'ai travaillé, j'ai commencé à manipuler des produits étouffés, industriels. C'est venu à ma conscience plein de questions. Et ensuite, plus j'ai pris de l'âge, plus j'ai pris conscience de ce que je travaillais industriellement n'était pas en accord avec mes principes. Donc petit à petit, je suis sortie de cette voie. Et puis j'ai créé mon concept, ce qui aujourd'hui me paraît être en accord avec moi, mes valeurs et ma conscience. Mais comment ne pas se rendre compte que l'industrie agroalimentaire est tellement pressante. On va dans un supermarché, tu vas dans un supermarché, même Biocoop, il y a des produits industriels, même avec certaines valeurs dites responsables, éco, etc. C'est pas le produit frais tel que le producteur l'a planté, cueilli et vendu simplement, et que toi tu transformes en tant que cuisinier et cuisinière. Donc le chemin est long. Mais voilà, moi je suis de plus en plus, je sors de plus en plus de cette voie, même s'il y a quand même dans ma cuisine et dans ma façon de cuisiner des outils aussi. On parlait l'autre jour du RoboCoupe, des outils qui me permettent de travailler artisanalement le produit brut, mais c'est une machine qui va m'aider à produire ce produit. C'est toute la question. Enfin, moi, quelque chose qui m'a frappé quand j'ai décidé de me reconvertir et que j'ai commencé à travailler dans des cuisines professionnelles, c'est effectivement cette technologisation des cuisines. Et moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné. J'ai travaillé dans un restaurant étoilé Michelin et j'ai fait du sorbet à l'huître. Et de façon très simple, grâce à un appareil qui s'appelle un PacoJet et qui vaut 7 000 € à peu près et
qui vous permet de faire du sorbet à l'huître de façon très simple et très rapidement. C'est simplement le temps de congélation en fait qui prend un peu de temps, mais une fois que les huîtres sont congelées, vous les mixez avec ce merveilleux petit appareil. Et vous avez un sorbet à l'huître. Alors gustativement, j'ai trouvé que c'était pas intéressant parce que pour les gens qui mangent des huîtres, l'huître en fait elle a différents goûts en fonction de l'endroit où vous croquez. Si vous croquez la noix, vous allez avoir un goût un peu plus sucré ou un petit goût de noisette ou etc. etc. Enfin voilà. Et sur les bords, moi je trouve que les côtés c'est un peu plus iodé. Et en fait, en mixant les huîtres et en les mangeant en sorbet, tout ça devient un goût assez uniforme. Et l'uniformisation est aussi découle de cette industrialisation et effectivement pendant ma formation ça a été il y a quelque chose qui n'est pas discuté, c'est que on vous apprend à faire un fond de sauce avec des fonds en poudre industrielle et que ça c'est pas remis en question, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on vous apprend à utiliser ce produit-là. On vous apprend le geste technique pour le glaçage de vos choux, de vos éclairs. Donc on vous met une espèce de boîte avec un glaçage à base de produits chimiques et on vous apprend le petit geste juste pour passer votre éclair de façon à avoir un glaçage qui couvre bien la partie du chou qu'il doit couvrir. Donc, si tu permets. Oui, je t'en prie. En fait, c'est vrai que l'industrialisation, le fast-food, ce qui nous pousse, en fait, c'est justement à avoir une standardisation du goût, qu'on puisse se retrouver au Chili, en France, au Japon, le même goût. Et il est tellement difficile de sortir de ça, parce que je ne suis pas cuisinier, enfin, je n'ai pas étudié la cuisine, je suis autodidacte. Et c'est vrai que quand on t'apprend dans un système qui est déjà tout établi, les règles, les recettes, le grammage, tu ne peux qu'avoir le résultat final qui va être le même. Et donc, pour sortir de tout ça, il faut du courage, il faut de la force, il faut de l'engagement, et il faut oser et ne pas avoir peur de tenter vraiment des goûts différents, de mélanger les choses. Tout à l'heure, dans la table ronde d'avant, en fait, Julia, elle parlait que dans le restaurant, à un moment donné, il y avait les vices et des vertus qui avaient été nommées comme normes à un moment donné dans les restaurants et que c'était normal de manger tel et tel produit. C'est normaliser les choses. C'est actuellement, je trouve que c'est la même chose avec l'industrialisation des produits. C'est que ça devient une norme et beaucoup d'entre nous, on le voyait même pas. Voilà. Merci. Un autre commentaire sur l'industrialisation de façon générale, peut-être Quentin, par rapport à l'écriture de ton livre, l'expérience que tu as eue dans ce restaurant de notre collègue adhérent et finalement ce que tu sais du secteur de la restauration, parce que je crois que familialement tu es lié aussi au secteur. Oui, mon frère a travaillé pendant plus de 10 ans dans des restaurants très étoilés avant que ça lui pète un peu pleine figure, et voilà, il a trouvé sa voie maintenant. Mais alors oui, déjà l'industrialisation, moi je l'ai ressenti avec force dans le milieu du journalisme. Un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le desk. En fait, vous êtes derrière un ordinateur. J'étais à Sud-Ouest en l'occurrence. Et pendant un week-end entier, il faut alimenter le site internet du journal. Donc avec les dépêches AFP, le fil AFP qui tombe quasiment toutes les 2 minutes, et on prenait un article, on le réécrivait brièvement, et ça alimentait quand même comme ça le site internet, et aussi avec les faits divers de ce qu'on voyait dans les autres médias, Ouest France, Var Matin, ce que vous voulez, et pour faire du clic. Donc j'ai fait ça 7-8 week-ends, et à un moment je me suis dit je vais me tirer une balle, c'est pas possible. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris une voie autre et dévié vers l'écriture, mettre en avant les invisibles, le journalisme littéraire pour avoir un vrai impact. Le deuxième exemple sur l'industrialisation, une pige que j'avais fait j'ai beaucoup travaillé pour Omnivore et un peu après pour Syrah.
Et il y a un an, justement au moment où j'avais commencé l'immersion chez Antoine avec les productrices, les producteurs, j'ai fait un papier sur le salon de janvier avec les innovations, recherche, développement. Il y avait un mot anglais pour illustrer ça, là, je ne l'ai plus en tête. Et là, je me suis dit, putain, mais il y a deux mondes qui s'opposent là. C'est à des années-lumière de ce que je vois chez Antoine, à des années-lumière de ce que je crois juste de ce qu'il faut faire. Et la dissonance cognitive est devenue beaucoup trop importante à ce moment-là. Et j'ai fait tu m'avais demandé l'industrialisation dans le livre de Fantasia par rapport à ce que j'ai vu chez Antoine et Bianca. J'ai fait 2 pages comme ça, où j'ai opposé à gauche industrialisation, à droite ce que font Antoine et Bianca. Je donne juste 3 exemples, mais voilà, ça a été vraiment marquant, ces 2 modèles très opposés. Je parlais de marché de masse tout à l'heure. Antoine, ça a été le premier artisan cuisinier à aller sur le marché directement à Saint-Jean-de-Luz, voir les productrices et les producteurs à leur acheter les légumes en 2008-2009. Et c'est comme ça que j'entame le livre, parce que je voulais absolument être dans ses pas, comprendre. Et je suis allé avec lui au marché voir comment c'était, et pour que les gens s'identifient. Et donc il m'expliquait que des fois, il y avait productrices, producteurs, il y avait 10 kilos de courgettes qui étaient en train de se perdre, que personne ne voulait acheter. Ben lui, il les prenait. Et il allait faire une soupe avec ou n'importe quoi. Et il partait pas de la recette, mais de ce qu'il trouvait exactement, du marché, de ce qu'il trouvait sur le marché. Et ça fait référence, là, ça m'a fait penser à la perte et profits là, de l'océan des îlots de perte pour un océan de profit que je disais tout à l'heure. Et là, justement, Antoine, rien n'est perdu. Et là, même la notion de profit n'existe pas. Le deuxième exemple, oui, je fais vite. Les grands chefs qui ont fait des contrats avec l'industrie agroalimentaire, pour certains, c'était aussi pour financer les investissements colossaux dans leur restaurant et aller chercher une deuxième, une troisième étoile ou conserver ces étoiles. Antoine et Bianca ont eu 2 restaurants qui ont dû rapidement fermer parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rembourser le prêt et le crédit. Et face à ça, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Combien de couverts à 20 € faut-il faire au quotidien pour rembourser un crédit de 200, 300 000 €? Et donc, quand on n'en a pas d'apport. D'où l'idée du modèle associatif, donc pas de capitalisation sur le fonds de commerce, pas d'excédent, pas de bénéfice, où tout est excédent et bénéfice est reversé sous forme de salaire, de primes aux salariés ou investi dans du matériel. Donc je ne développe pas plus le modèle, hein, si ça vous intéresse, il y a le livre. Et ça questionne quel est le prix d'une assiette. Et donc pour eux, c'était du foncier. Et donc là, avec ce modèle-là, ils veulent avoir un prix juste pour rémunérer toute la filière agro-paysanne, à commencer par les productrices et les producteurs. Dernier point, par rapport à la rationalisation, j'oppose ça à ce que vous faites ici à l'Alliance, où l'artisan cuisinier, le commis de cuisine, ce que vous voulez, n'est pas vu comme un maillon de la chaîne, mais il y a une transmission du goût, il y a une transmission de la recette, il y a une transmission du produit. Antoine dit on a perdu la conscience du trajet de l'aliment, de la graine jusqu'au moment où le défèque. Il pose la question à quoi ça sert de manger. Il faut qu'on réinterroge collectivement tout ça. Et la compréhension du vivant de la mort. Et ça me fait écho à moi, ce que je veux mettre en valeur dans mon travail, c'est les gens invisibles, qu'on ne voit pas dans les grands médias. Et cette histoire de rationalisation, il y a une question d'invisibilité aussi. Quelqu'un qui fait tout le temps le même geste, il n'a pas toute la connaissance du processus derrière, et ce contre quoi vous vous battez ici et militez. Stéphane, je vais simplement poser un peu deux mots pour qu'on puisse continuer à avancer sur le thème de l'industrialisation. C'est effectivement, tu me tends une perche et merci pour ça. C'est, disons, les 2 effets de l'industrialisation, c'est la standardisation
et l'uniformisation. Et on voit bien que dans son livre, Fantasia dépasse de beaucoup la cuisine en elle-même, puisqu'il parle bien de système et il dit, bah voilà, en fait, on est arrivé à un modèle Taylor dans le développement de la restauration rapide dans les années 70, et ce développement a finalement commencé à imprégner l'ensemble de la restauration, et notamment grâce à l'élite, ou celle qui se présente comme telle en tout cas, qui a adoubé en fait la pénétration de cette nouvelle technique qui venait en fait du poids économique et d'un nouveau modèle économique. Donc je te laisse continuer. Ouais. Uniformisation et standardisation. Nous, en restauration collective, on a déjà la notion de volume. L'industriel, c'est du volume. Mais l'industriel, au-delà de ça, sa cible, c'est un modèle d'intégration globale. Dans le monde agricole, on le sait, on te fournit l'aliment, on te fournit le bétail, tu le nourris, on vient chercher, on te fait payer les pertes, etc. On connaît ce modèle-là, qui intègre un paysan indépendant à la base et qui devient finalement un opérateur de sa coopérative. C'est exactement pareil dans nos métiers, c'est que les industriels ont besoin d'un opérateur qui va dealer, c'est un mot un peu fort, mais si je prends l'exemple du barman, il va être démarché tous les jours par des commerciaux qui sont des commerciaux d'une seule et même firme, puisqu'aujourd'hui, je n'ai plus le nom en tête, mais on n'a qu'un seul opérateur sur toutes les marques de bière industrielles qui viennent vous vendre la lef, le machin, les différents becs. On te permet d'avoir un petit bec pour la bière artisanale locale parce que c'est la condition pour garder l'ensemble du débit de boissons. Et on a besoin du barman, encore que de moins en moins, puisque vous avez vu ces bars arriver où on scanne sa carte bleue et puis la pinte se remplit tout seul. On a enlevé l'opérateur et on devient directement... et c'est la même chose, exactement la même chose. Si vous allez dans les bistrots de centre-ville au quotidien, vous avez tout le temps quelqu'un au bout du comptoir avec un ordinateur portable. Vous l'avez déjà vu, c'est Promocash, Pomona, c'est les 5 majors, Break France, etc. Alors qu'ils se renouvellent très régulièrement, qu'ils se rachètent entre eux. Mais en fait, on devient des opérateurs de ces grandes marques-là. Et ça, la restauration collective le sait depuis longtemps, puisqu'en plus, on avait besoin d'eux. Aujourd'hui, quand il s'agit d'aller réinventer la souveraineté alimentaire en achetant local, on ne va pas trouver l'offre suffisante pour nourrir tous les enfants d'une agglomération dans un rayon. Donc, il y avait déjà des grandes règles. Je te coupe, Stéphane, juste pour... tu m'as dit que j'étais autorisé à le faire parce que tu parlais beaucoup. Parce que tu parlais beaucoup, je crois. Donc, non, simplement sur... effectivement, on sait en restauration collective, tu es là pour le témoigner, que l'agro-industrie a pénétré assez massivement dans ce secteur-là. Je pense que la question d'échelle aussi de la restauration collective est très importante. Là, actuellement, il y a un mouvement de recentralisation des cuisines vers les établissements et non plus essayer de tout regrouper dans des cuisines centrales. Je crois que François Marquis, qui parlera tout à l'heure, est un peu le représentant aujourd'hui de cette tendance. Il y a vraiment aussi cette question d'échelle qui est très importante et qui vous oblige finalement à rentrer de plein pied dans cette espèce de filière agro-industrielle et d'en être le bout de la chaîne. Complètement. C'est à double tranchant. Nous, il y a 100 ans, je crois, on participait récemment, on participait à l'anniversaire d'une école qui avait 100 ans et qui fêtait une école primaire du Gard. Et il y avait une photo de cuisinière d'il y a 100 ans, donc, qui portait fort le métier. Et dans son récit, elle racontait qu'elle attendait le matin que les élèves amènent les produits de la ferme pour cuisiner pour le midi. Un peu ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Mais malgré tout, on était, ça c'était il y a une quinzaine d'années qu'on avait fêté ça. Et au même moment, fin des années 90, le self de la cantine scolaire, donc on était passé de la table, de la commensalité où on mange ensemble, au self avec le petit plateau individuel. On pouvait trouver sur cette ligne-là une charcuterie industrielle,
un ravioli industriel servi avec un hamburger industriel, donc 3 sources de protéines carnées de très mauvaise qualité. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Il s'était passé, malgré tout, les 30 Glorieuses, le besoin de reconstruire un pays, de nourrir tout le monde et l'arrivée de l'agriculture intensive. Donc, on était calqué là-dessus. Pour moi, ce n'est pas une fatalité du tout. On peut, et encore plus que ça, c'est qu'on a un pouvoir fou en restauration collective, c'est que si on change rien que l'approvisionnement des carottes, on peut installer 3 producteurs de carottes dans le pays, ne serait-ce que les carottes. Et puis, on peut en faire des recettes à base de carottes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a un levier que les restaurateurs gastronomiques, malgré leur marketing un peu cosmétique durable, où on s'appuie sur un potager, ils ont un impact. Enfin, moi, j'ai jamais attendu que la gastronomie française sauve l'alimentation mondiale. Encore une fois. Bref. Je voudrais mentionner simplement que tu parles d'un point important, puisque Fantasia, et donc ça vient de la sociologie de Bourdieu, il parle de la croyance. Donc, on est bien dans une croyance que finalement ces gens-là représentent une certaine excellence. C'est pour ça que finalement ils font une espèce d'écran, et eux, tout leur est permis, puisque de toute façon leur image est liée aux producteurs, aux produits de très bonne qualité, à des processus de transformation artisanaux qui valorisent, entre guillemets, les gens qui travaillent avec eux. En fait, ces gens-là sont invisibles, mais voilà. Donc cette croyance, je pense qu'elle est très importante, et c'est bien là qu'il va falloir qu'on travaille, nous aussi, pour essayer de changer les choses. Nous, on a de la chance en Restauco, c'est que le cuisinier héros dont parle Rick Fantasia, la construction sociale du cuisinier héros qui se ménage pas à la tâche, qui est tous les matins, qui est vraiment quelqu'un presque une logique sacrificielle, on l'adule pour ça. En restauration collective, on l'écrase complètement. On n'a pas de grandes stars de la cuisine collective en France. On a certaines incursions du gastro qui viennent mettre les pieds chez nous, mais on n'a pas de stars étoilées. En revanche, ça nous affranchit donc déjà de ce récit-là. Par contre, on a le récit de restauration collective égale industrielle, égale Charlotte, égale masque, égale protocole. Et on pourrait parler des heures de l'HACCP, comment on a spécialisé le cuisinier à 60% de son temps au respect de normes alimentaires qui nous viennent de la NASA. Clairement, l'HACCP, c'était pour éviter l'arrivée d'une bactérie dans la station ISS. Dans nos cuisines au quotidien, c'est ce qui se passe. À juste raison, parfois, il faut aussi maîtriser l'ensemble des règles sanitaires. Toi, tu es autodidacte. Est-ce que tu t'es senti protégé parce que j'imagine qu'avant de tenir ton restaurant, tu es peut-être passé par des établissements où tu ne maîtrisais rien, en tout cas ni les achats, ni la constitution mais le fait est que, est-ce que tu t'es senti protégé finalement de cette industrialisation et de ce modèle finalement de taylorisation des cuisines qu'on retrouve aussi en cuisine commerciale? En fait, si l'agro-industrie est évidente en restauration collective, elle l'est moins en restauration commerciale, mais elle existe depuis très longtemps. Elle est moins visible, c'est tout, et elle est visible surtout par sa distribution, c'est-à-dire les grandes chaînes comme Promocash, Métro, France Restauration, etc., etc. Oui, en fait, c'est sûr que tout va dépendre de la taille, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Alors, j'ai toujours visé petit. Donc, j'ai travaillé juste avec ma compagne dans un premier temps. Puis après, je me suis retrouvée seule à gérer mon établissement qui aujourd'hui ne dépasse pas les 18 places. Donc, à cette échelle-là, je peux gérer. J'ai fait même mes courses personnellement avec un caddie, j'ai pas de voiture. Donc, c'est vraiment très artisanal. Mais j'ai travaillé pendant 15 ans sur Lyon, dans la gastronomie, la restauration traditionnelle, où bien évidemment je me suis vue imposer des méthodes de travail et des règles qui n'étaient pas en accord avec ma conscience. Mais je les ai suivies, je les ai appris, et ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir utiliser toutes ces méthodes moi toute seule.
Donc, en fait, il y a bien une question d'échelle. La question de l'échelle, elle est tout cas- importante en et tout on cas en pour revient à moi- la question de la pratique artisanale. Et il y a la question de la stabilisation du modèle économique, qui, effectivement, est aussi une question importante. Je voudrais qu'on avance de façon à conclure dans pas trop longtemps sur quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sont les clients. Entendu au sens large, c'est-à-dire les gens qui fréquentent les établissements de restauration, quelle que soit leur nature, et surtout la figure du chef. Tu concluais là-dessus. Ce qui m'a marqué... Tu voulais peut-être dire quelque chose rapidement avant que je t'interrompe, donc tu peux prendre 30 secondes. Oui, mais ça va découler de la figure du chef. Fantasia déconstruit beaucoup de choses, mais il déconstruit pas le langage de la cuisine. Il utilise le mot chef tout au long du livre, et moi ça m'a vraiment marqué parce que la première fois que je suis allé à Rodsegna chez Antoine et Bianca, Antoine, tu as parlé d'artisans cuisiniers. Donc là, il y avait le manifeste de l'Alliance que j'ai lu, et j'ai trouvé ça génial. Parce que de suite, il y a un autre imaginaire qui se crée et on sort de cette figure du chef, de la domination, etc. etc. Et donc, il déconstruit pas ça. Et comme tu l'as dit, il parle pas forcément des invisibles, des gens qui en cuisinent. Il y a un chapitre qui s'appelle, Antoine, je suis addict au tabac, à l'alcool et au café. Et donc, je pense que c'est peut-être le cas pour pas mal d'entre vous qui êtes en cuisine. Passer des heures et des heures à bien nourrir les gens, et en retour, qu'est-ce que vous avez, vous, en termes, pour votre santé? Et j'en viens au dernier point dont on a parlé, qui est le pouvoir de la magie et de la croyance. Et en fait, je pense qu'il faut investir ce champ-là à fond. C'est-à-dire que tu disais, Stéphane, il n'y a pas de grande star de la restauration collective, et on est quelque part affranchi de ce récit. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi pas créer des stars de la restauration collective, des stars de montrer le retour à la terre, que la modernité c'est peut-être le retour à la terre, de mettre ça en avant. Et il faut regagner la bataille de l'hégémonie culturelle pour paraphraser Gramsci. Et cette bataille des idées, je pense qu'elle est primordiale. Alors ça prend énormément de temps. Faut faire attention à ne pas se noyer dedans, mais c'est ce que vous faites ici, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, je pense que le pouvoir de la magie, la croyance et l'imaginaire, c'est primordial. Voilà. Et imaginaire, d'ailleurs, Julia parlait d'un changement d'imaginaire tout à l'heure qui s'avérera nécessaire si on veut passer à une nouvelle étape. Il faut quand même qu'on parle tu pourras réagir, il faut quand même qu'on parle du client. Moi, ce qui m'a intéressé dans le bouquin de Fantasia, c'est que il parle de l'adoption très très facile de la clientèle des produits de la restauration rapide. Voilà. À un moment donné, d'ailleurs, dans les années 70, où il y a quand même pas mal d'anti-américanisme dans la société française, il y a l'histoire du Vietnam, il y a la lutte pour les droits civiques qui n'est pas à la gloire des États-Unis. Donc, du coup, malgré cela, il y a une clientèle qui a décrété que l'américanisation, entendu ce qui vient des États-Unis, est finalement quelque chose de bien, dont on va consommer ce qui nous donne l'impression d'être aux États-Unis. Et ça a été le cas de la restauration rapide. Comme nous, chefs, excusez-moi, je voulais dire nous, cuisiniers, comment est-ce qu'on va réussir à changer les choses si on n'arrive pas à entraîner derrière nous une clientèle qui va accepter de manger différemment, de payer peut-être un peu plus cher par rapport à des chefs qui, en face, sont véritablement un rouleau compresseur. Et moi, ce qui m'a impressionné au tout début, quand j'ai commencé vraiment à me plonger dans la restauration, c'était, je voyais dans des revues des gens faire de la pub pour des produits de l'agro-industriel, enfin des chefs cuisiniers faire de la pub pour des produits industriels. Et à côté de ça, je les voyais vanter dans des médias leur pratiques vertueuses de petits producteurs, etc., etc. Et je me disais, mais on est en pleine schizophrénie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir des gens qui portent l'hégémonie, en fait, actuellement, qui décident de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, sachant que derrière, il y a la plupart des cuisiniers qui suivent, ces gens-là, et sachant qu'il y a des consommateurs aussi qui suivent. Comment est-ce qu'on fait ?
La question du récit dont tu parles, Quentin, et on a besoin évidemment de gens comme toi, de journalistes qui peuvent écrire, pas que, mais en tout cas de produire je me méfie de la magie et du récit encore une fois, parce que pourquoi il n'y a pas de star dans la restauration collective? Mais parce qu'elle est collective. Alors il y a voilà, c'est ce récit-là qu'il faut qu'on crée, d'une équipe qui travaille ensemble au service d'un repas pour 1000, 2000 personnes, enfants ou pas. Ce récit-là, il peut être héroïque, mais je vais dire un gros mot, sous l'angle de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble à se cultiver sur pourquoi on applique un protocole sanitaire aussi strict, plutôt que tu remplis ta fiche à la fin de la semaine ou de la journée, et puis tu ne poses pas de questions sur pourquoi tu as fait ça. Donc comprendre les gestes, comprendre d'où vient le produit que je suis en train de travailler, changer de poste aussi, ne pas peut-être spécialiser tout le temps les mêmes... et rétablir une confiance avec le consommateur, donc avec le client, qui comprenne le lien entre la terre et son assiette, et qui ait plus cette méfiance qu'on a cultivée aussi encore plus pendant le Covid, du blanc, l'enfant a peur clairement de la voiture qui arrive avec des barquettes et des gens masqués en Charlotte. Quand on interroge des petits bouts, ils ont peur des dames de cantine. Et on cultive ça. Et je trouve... Stéphane, je voudrais céder la parole à... J'ai attention parce qu'aujourd'hui, l'agro-industrie, elle est très friande de ces récits-là. Elle va venir nous piquer tout le temps la moelle de nos métiers. Et je me rappelle du directeur France de McDonald's qui disait « Merci José Bové d'avoir démonté le McDo de Millau en 99. Ça nous a obligés à nous réadapter très rapidement aux pratiques françaises. On passait plus de temps à table que les Américains, donc ils ont dû très vite changer un peu le modèle, verdir un peu le logo, hein, il est plus rouge et jaune, il est vert. Donc ça, ils sont très agiles sur venir capter du récit. Et aujourd'hui, je reçois des catalogues de cuisine régionale, par Elior, par autres, très beaux. Le végétarien, évidemment, ils ont tout pris dans Egalim. Et le public est la cible directe de ce récit qui est complètement fake. Là, pour le coup, on peut le dire. Carolina, en fait, comment est-ce que tu as conquis ta clientèle, puisque Avec mon charisme. Avec ton charisme. Non, en fait, avec mon accent. Dis-nous un peu, puisque... Juste deux secondes. En fait, ça fait 10 ans que je suis derrière ma cuisine. Et chaque jour, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. J'ai une cuisine ouverte. J'essaye de donner ma sincérité. Je crois qu'aujourd'hui, après 10 ans, les clients me font confiance. Petite structure, ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas de carte, je n'ai pas de menu. Les clients ne savent pas ce qu'ils vont manger jusqu'à ce que l'assiette arrive à table. Donc, je remercie Bourg-en-Bresse de m'avoir fait confiance à ce point, tu vois. Mais c'est vraiment un travail constant. En même temps, je m'autorise aussi à avoir des moments pour moi. Je coupe. Je suis là aujourd'hui, je n'ai pas ouvert mon restaurant, mais je communique directement avec mes clients. Je leur dis ce soir, je ne suis pas là, voilà, etc. C'est vraiment une relation de confiance très proche. On va arrêter, on va voir. Vous avez peut-être des questions par rapport à ce que vous avez entendu ou ce que vous voulez commenter de ce qui a été dit. La question de Prosper consistait à rétablir l'ordre du restaurant. C'est le client qui choisit. La bourgeoisie à imposer un choix multiple, ces fameux menus immenses. La restauration collective impose un menu. Comment on analyse cette dichotomie? Bon, là, on est un peu sur la thématique de la prochaine table. Donc, on va rapidement, tu peux dire... Pas pour la restauration collective, mais par rapport au livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Vous n'avez pas d'entrecôte frites ». Justement, quand vous entrez à Oretsenia, il n'y a pas d'entrecôte frites. Et pour impulser un changement culturel et conscientisé, et il y a, ce que tu me disais Antoine avec Bianca, il y a des gens qui font demi-tour du coup, et ça passe par marteler le message, marteler, et ceux qui restent redécouvrent que les légumes peuvent être nourriciers, par exemple. Mais pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, c'est un champ de lutte en fait, c'est une lutte. Donc, faut lutter. Une autre question? Alors, pour résumer, comment les chefs étoilés
en mimant peut-être une mutation écologique ou de greenwashing, deviennent des militants. Comment nous, qui parfois faisons réellement, on peut être agacé par ce récit nouveau. Oui, en fait, Fantasia répond à cette question à travers le prisme de Bourdieu, c'est-à-dire que ces gens-là ont constitué leur capital symbolique et après ils peuvent le monnayer comme ils veulent. Donc du coup, ils peuvent abandonner leurs étoiles. Ils sont de toute façon devenus des célébrités et ils vont pouvoir utiliser toutes ces prérogatives-là pour pouvoir passer peut-être à une autre étape. Moi, je trouve ça particulièrement irritant puisque je sais que... je dis pas qu'ils ne sont pas sincères, mais je dis qu'après avoir effectivement épousé tous les codes et même contribué à installer ces codes, ils sont toujours en fait dans un processus qui les légitime. Simplement un exemple très précis. La semaine prochaine, on organise un événement sur le Vercors qui est basé sur l'accessibilité à des produits de qualité pour des personnes en grande précarité avec la Fondation Abbé Pierre. Et on cherchait des parrains pour avoir un écho médiatique. Et les parrains de la Fondation, c'était de dire on va aller voir les chefs étoilés. Et on a des chefs étoilés qui se sont rués en disant nous, l'accessibilité, c'est hyper important pour nous à des produits de qualité. On dit bon, allez, on leur laisse une petite entrée. Ils vont signer l'entrée du banquet. Ils nous signent l'entrée du banquet, ils nous envoient les recettes très, très gastro pour le coup, avec beaucoup de préparation. Et ils nous disent, si vous avez des difficultés pour les fournisseurs, vous appelez un tel, un tel, un tel. Tous les fournisseurs, c'est les majors de l'agro-industrie. Et ce chef étoilé en question, que je ne citerai pas, a un potager et cuisine le territoire. Il est tout le temps dans la cuisine du territoire, de la forêt, du champignon. Tous ces fournisseurs sont des agro-industriels. On va être obligé de conclure. La question, c'était comment tu fais en tant que cuisinier, c'est ça? Mais les frontières se sont brouillées et de ce que j'ai pu voir à travers l'expérience d'autres artisans cuisiniers, c'est que les clients ne le voient pas forcément en fait, tout ça. Après, il existe quand même des espaces où il y a des gens qui font vraiment de la terre à l'assiette mais comme toi, oui, bah c'est un autre métier aussi, il faut se dédoubler, il faut passer du temps, c'est pas facile. Ce sera... Quand on a 48 fournisseurs à appeler par jour pour constituer, on a peu de temps pour aller à la télé dire à quel point c'est formidable de manger bio. Antoine disait donc que la comptabilité analytique est une preuve tangible et objective de l'action des cuisiniers sur quel volume d'achat ils ont pu diriger vers le territoire local. L'inverse est vrai aussi, c'est que le comptable aime bien avoir une seule facture fournisseur et une seule facture client. Et ça, c'est une lutte du quotidien pour trouver des comptables militants. Alors, est-ce que dans notre métier, nous, artisans cuisiniers, on met en avant le lien avec nos producteurs dans le cadre... Et comment est-ce qu'on fait? Ok. Carolina, peut-être Je te passe le micro. Je me rappelle simplement d'une table ronde de l'année dernière où Julia avait mis en exergue le fait que les petites vidéos YouTube sur le permaculteur génial, qu'il fallait quand même s'en méfier parce que la martyrisation, on l'a aussi dans nos métiers. C'est-à-dire que d'aller filmer quelqu'un qui se lève tôt pour aller cueillir des herbes, les sentir avec les mains, même si sa démarche est véritable, il faut qu'on soit complètement objectif en disant qu'il n'en vit pas. Qu'il en souffre, que sa femme est partie, etc. Il faut attention à la magie du récit aussi. Moi, personnellement, je parle à mes clients, mes producteurs, mais je suis engagée, moi, personnellement. Je vais à mon marché à Bourg-en-Bresse 2 fois par semaine, mercredi et samedi. Et il y en a très peu qui me connaissent véritablement qui je suis. Ça ne m'intéresse pas de leur dire que je suis restauratrice ou cuisinière. Après, au bout de 10 ans, ils finissent par me connaître. Il y a 2 artisans, le boulanger et des jeunes producteurs qui me connaissent, à qui je leur paye la facture par mois. Mais le reste, je vais comme n'importe quel client lambda en fait. Non, je ne me cache pas, mais je ne suis pas là pour leur dire je suis restauratrice, parce que je ne veux surtout pas qu'ils me fassent des prix non plus. Je veux payer le prix juste. Et puis voilà, en fait, après, à mes clients,
Je leur dis où je vais. Aujourd'hui, je trouvais des poires, elles sont extra. C'est ici, à côté, dans cette allée. Je ne connais pas les noms des producteurs. Je connais leur petit nombre de fermes. Il y a Bernard qui ramasse ces petits légumes. C'est un petit monsieur. Je pense que... Enfin, etc. Mais voilà, tu vois, moi, je ne veux pas qu'on me connaisse plus que ça. Et mes producteurs, je connais leurs produits. Après, et j'essaye de valoriser leur travail. Voilà, simplement. Merci Carolina. On va clôturer cette table ronde. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Et nous allons passer, donc après le déjeuner, nous passerons à la troisième table ronde qui porte sur les perspectives du restaurant telles qu'on souhaite la porter. Nous, Alliance des tables libres et vivantes. Merci à tous.